Salut. Alors voilà, on a un petit problème, comme vous pouvez vous en douter, vu que je filme avec mon téléphone. On a grave le seum, j'ai envie de mourir. En fait, on n'a pas internet, donc vous vous doutez que c'est un petit peu compliqué de faire un live sans internet. Là, je suis en train de bouffer la 4G de mon portable, mais on s'est dit que ce serait sympa d'être quand même avec vous, que vous nous voyez en galère, que vous puissiez parler avec nous. Mais pourquoi n'a-t-on pas internet, Margot? Parce qu'on est à l'ULB. En gros, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'avère que ici, on fonctionne sur un réseau Wi-Fi qui s'appelle EduRoam, qui est propre à l'université, à beaucoup d'universités en Europe. Sauf que, en fait, ils avaient prévu de faire une coupure Wi-Fi et on n'a pas été prévenu. Du coup, faire une émission sur Internet sans Internet, bah, c'est chaud, quoi. Donc voilà, on est là, on patiente, on attend que ça se rétablisse, mais ça devait durer une demi-heure, puis ça devait durer 45 minutes, puis là ça dure 1 heure, donc peut-être qu'on fera un live à minuit. Alors là, le but, c'est, entre guillemets, de faire un live un peu à la con, comme ça, pour un peu s'exprimer et pouvoir parler avec vous, que c'est pire que sauvage. Mais c'est juste en attendant de voir si on a Internet et de voir si on peut faire l'émission comme prévu. Vous pouvez voir un peu les behind the scenes. Le backup. Voilà. Alors en attendant, il y a François qui s'occupe comme il peut. On attend. Hein. Est-ce que tu vas battre ton record? J'ai déjà battu, je suis à 1200. Et tu as dit que celui qui battait ce record avait une bière offerte, c'est ça? Ouais. Allez, à moi je teste. Si vous voulez avoir une fight entre François et moi, savoir qui est le meilleur rappeur entre l'homme pâle et tout le reste. Voilà. D'ailleurs, si vous aimez ce live de qualité et si vous tenez à ma 4G, n'hésitez pas à vous abonner. Si on a des subs en live plus que sauvage, ça serait génial. Un jour, si on atteint, 5 subs, on fera un stream sauvage en extérieur avec vous. Ouais, grave. Oh oui, merci pour ton prime, ton solidaire. Merci. Merci Martin. Non, mais là, je suis certain que c'est vraiment la qualité du stream qui t'a convaincu. Hein. Mais oui, et puis ma pitié peut-être aussi. Je pète le seum. Alors, je vous explique. En mangeant son riz. Bonjour, bonsoir. Attends, je prends mes notes. Je prends quand même mes notes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Eh bien, il y a le grand baromètre qui est sorti. Le grand baromètre, c'est quoi? Pour nos viewers français ou d'ailleurs, on sait pas, peut-être qu'il y a des Suisses qui nous suivent. Eh bien, le grand baromètre, on sait pas, hein. Le grand baromètre, c'est un sondage qui est réalisé en collaboration de plusieurs médias belges, qui soient francophones et néerlandophones, ainsi que Ipsos, l'institut de sondage. Non, ça va, je gère. Ouais, c'est Ipsos. Je suis multifonction. Alors, il y a eu beaucoup d'informations différentes qui sont sorties. Et nous, on va vous proposer de faire le tri entre toutes ces informations et de vous proposer 3 axes qui sont vraiment importants à revenir selon nos yeux, quoi. Parce qu'on pourrait parler évidemment du fait que les gens n'ont plus confiance dans notre gouvernement, les intentions de vote sont de plus en plus polarisées, à gauche et à droite. On a le Vlaams Belang en Flandre. Mais toi, là, pas là. Ok. En Flandre, il y a le Vlaams Belang qui grimpe et en Wallonie, à Bruxelles, c'est surtout le PTB, donc extrême droite et extrême gauche. Mais il y a vraiment 3 axes, selon nous, qui méritent d'être un peu plus approfondis. Quels sont ces axes? Quels sont ces axes? Merci Ned. Mais dis-moi, moi, Jamie, c'est quoi un axe? Du coup, il y a premièrement des choses à dire au niveau de l'énergie nucléaire. En fait, ce que montre ce nouveau grand baromètre, c'est qu'il y a environ 70% des Belges qui sont pour la prolongation de 2 réacteurs nucléaires. Ça, rien de particulièrement étonnant. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que contrairement à 2017, où il y avait une majorité des Belges qui étaient contre le fait qu'on investisse dans le nucléaire ou qu'on fasse de cette énergie quelque chose d'important dans notre politique, actuellement, il y a une majorité des Belges qui, à l'inverse, trouvent qu'on devrait
investir dans de nouvelles centrales et donc vraiment d'aller plus fort dans ce côté-là, quoi. Est-ce que toi, tu as une idée, par exemple Margot, toi qui tiens ce téléphone, de pourquoi il y a eu ce revirement ces dernières années du coup? Bah, moi, logiquement, quand tu me poses la question, je me dis, bah, comme on a eu une crise de l'énergie récemment et que les prix ils ont augmenté vraiment super fort en un an, les Belges se disent, bah, on va essayer de multiplier les sources d'énergie pour essayer de... Bah, si on n'en a plus, on va devoir encore payer plus cher pour la ramener d'un autre pays. Et du coup, pour éviter de repayer la blinde comme on a fait cette année... en fait, c'est un peu... Après, le grand baromètre n'explique pas réellement les raisons. C'est une hypothèse. Il y a encore la diminution de la dépendance d'autres fournisseurs, comme la Russie. 1 hour later. On est bon, oui, donc, moi, de quoi j'étais en train de vous parler? Je vous parlais donc du grand baromètre, des principales informations qu'il fallait retenir de tout ça. Viens t'asseoir. Bon, non, moi je suis bien debout, hein, ça me dérange pas particulièrement. À part si je gigote trop, mais. C'est bien, ça donne un peu voilà, l'ambiance. En mode TikTok un peu, tu vois. Du coup, oui, effectivement, il y a une majorité des Belges maintenant qui sont pour le fait qu'on investisse davantage dans l'énergie nucléaire et c'est assez interpellant parce qu'en 2017, c'était pas du tout le cas. En fait, en 2017, les gens étaient plutôt contre l'idée qu'on puisse davantage aller dans cette énergie-là. Et en fait, ça s'explique peut-être, hypothétiquement, par le fait qu'aujourd'hui, on a besoin peut-être d'avoir plus de sécurité énergétique, d'avoir une garantie et que du coup, on aurait plus tendance à vouloir investir dans les énergies nucléaires parce qu'elles apportent une sécurité, il n'y aura peut-être pas de blackout si on investit plus dans les énergies nucléaires. C'est une hypothèse. Alors le deuxième grand axe à retenir de ce baromètre, justement, c'est le rapport des Belges à l'immigration. On va revenir rapidement là-dessus. Mais en gros, et on en a parlé il y a quelques temps dans l'émission avec Aline, je sais pas si tu veux dire quelques mots là-dessus sur ton ancien sujet. Sur mon ancien sujet? Oui, bah en gros, attends, quelques mots. Bah attends, si tu veux, je te donne des chiffres sur lesquels réagir. En fait, en Flandre, il y a 59% des habitants qui estiment qu'on accueille trop de demandeurs d'asile. Il y en a 52% qui pensent ça en Wallonie. Et à Bruxelles, il y en a un peu moins, je pense qu'on est vers 45. J'avais un graphique, mais on peut pas le diffuser du coup. Donc, je sais pas si tu as l'explication. Je te mets à l'écran. Ah ouais. Ah ouais, Phil, voilà. Oh putain, le système D. Donc, voilà, La réactivité. On observe qu'en Flandre, il y a plus de personnes qui estiment qu'on accueille suffisamment ou trop de demandeurs d'asile, alors qu'en Wallonie et surtout à Bruxelles, c'est des chiffres qui sont beaucoup moindres. Enfin, qui sont très moindres. Je sais pas si ça, franchement, c'est le fait je sais pas si c'est très français tout ça. Je sais pas si tu as une explication vis-à-vis de tout ça ou juste un commentaire à donner via ton ancien sujet. Eh ben, je suis pas non plus une spécialiste, mais de ce que j'ai pu voir, en fait, j'ai travaillé donc sur les demandeurs d'asile pour ma chronique il y a 2 semaines. Bientôt la rediff sera sur YouTube. Demain la rediff sur YouTube de la dernière émission. Ce qui se passe, c'est que les demandeurs d'asile, ils doivent s'enregistrer ici à Bruxelles et ensuite, s'ils sont pas pris en charge, ils vont pas forcément aller dans d'autres communes s'ils sont pas pris en charge. Donc en fait, ils restent dans la rue ici à Bruxelles et je pense que c'est peut-être ça. Enfin, c'est une hypothèse, hein, voilà, je parle juste pour moi, mais de me dire les gens ils sont beaucoup plus confrontés au fait qu'il y a des gens sans logement dans la rue parce qu'ils ne sont pas pris en charge qu'en Wallonie, en Flandre. Donc ils ont beaucoup plus conscience du problème. Je pense que ça doit être ça, enfin une des raisons. C'est possible, moi je te demandais en tant qu'experte. Oui, vraiment. Experte. Oui, j'ai fait un doctorat là-dessus. J'ai fait un article une fois là-dessus, du coup je suis experte. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, c'est un sujet qui divise un peu les Belges, on voit dans ce grand baromètre. Par contre, il y en a un autre où ils sont beaucoup plus. Ils font bloc. C'est sur le sujet de l'âge du départ en retraite. Ça constitue le 3e axe pour nous à retenir de ce grand baromètre. C'est que. Sacré sujet. Sacré sujet. On en parle beaucoup en France. C'est contagieux, du coup. Oui, voilà, en fait, ce qui s'est passé dernièrement en France, ça a poussé les organisateurs du Grand Baromètre à poser cette question. Est-ce que vous êtes plus ou moins satisfait de l'âge qui est aujourd'hui de 67 ans en Belgique, quoi? Et ben c'est clair et net, il y a 70% des Belges qui rejettent la décision qui avait été prise en 2015 de porter cette stage de départ à la retraite, à 67 ans en 2030. Je t'interromps 2 secondes, il y a Augu qui dit d'office passe pro dans la débrouille. Eh, t'as vu? Système de ouf, du riz dans une main, l'impro dans l'autre. Donc voilà, actuellement ce qui est en place en Belgique, c'est qu'en 2025 ce sera 66 ans et en 2030 ce sera 67 ans. Et donc 70% des gens qui sont contre cet âge-là, c'est un chiffre qui est en légère hausse. C'est quelque chose qui, du coup, en tout cas la Belgique fait bloc à ce niveau-là. Selon toujours le Grand Baromètre, l'âge idéal pour quitter le monde professionnel, selon les gens qui ont été interrogés, se situerait aux environs de 63 ans, donc c'est plus ou moins ce qui est débattu en ce moment en France par exemple. Et on a notre Premier ministre Alexander De Croo qui s'est exprimé à ce propos de cet âge qui est à 67 ans.
il a dit que c'était une notion qui était théorique, parce que ce qui comptait, en fait, c'était pas forcément l'âge de départ qui est fixé, mais plutôt le temps de carrière. Donc il a dit 42, 43 ans, en fonction de si vous avez fait des longues études ou pas, ben forcément, ceux qui ont fait les longues études, ils partiront plutôt à 67, ceux qui ont fait les études très courtes, ils partiront avant. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. Et grosso modo, il n'y a plus vraiment d'informations à retenir de ce grand baromètre. Enfin, toujours la méfiance qui est grandissante envers le gouvernement, mais voilà, hein, les 3 infos qu'il fallait retenir. J'espère que c'est un peu plus clair. J'espère que le format a été, je sais pas, compréhensible, intelligible, j'en sais rien. Et franchement, je pense qu'on peut applaudir Jonas pour ce qu'il vient de faire. Je vais retourner manger mon riz. Parce que Allez, franchement, bonne faire sa chronique comme ça alors que c'était pas prévu dans ces conditions. Je vais reprendre un Red Bull maintenant. Ok, bon ben c'est bien, je commençais ma chronique avec une petite dédicace à Augu parce qu'il y a 2 semaines il nous parlait de la réforme des retraites en France. Sur le chat, on confirme qu'on l'entend bien. Donc, Ouais, Envoyez les ok, images, hein, si ça vous va, n'hésitez pas. ouais, d'accord, super, ça va. Moi, ça Et fait- ben, comme il peut pas être avec nous ce soir, je sais pas s'il regrette, non, probablement pas. Ben, c'est moi qui reprends le flambeau du voyage en Frouzy, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener du côté du Marais Poitevin et plus précisément à Sainte-Soline. Alors, où est Sainte-Soline? On peut peut-être balancer quand même la carte. Ouais. vous me dites quand elle y est, hein, que je puisse. Et parlez pas ensemble, par contre. Voilà, un petit peu. Donc, Waouh. vous voyez à peu près, où ça se situe. C'est à peu près à hauteur de La Rochelle, quoi, en gros. C'est peut-être une référence un peu plus connue, on va dire. L'île d'Oléron, enfin Boyard, tout ça. C'est ça, voilà. Et bon, si je vous parle de cet endroit, c'est pas pour vous faire des recos pour vos prochaines vacances, malheureusement. C'est parce que le 25 mars, il y a... pas tout de suite, celle-là. Non, D'accord, tranquille, très non, bien. laisse- C'est il pas la grave. voit Non. En fait, désolé, le focus se fait plus, donc j'essaie de vous revoir. Ah, c'est bon. Ah, oui. La caméra, on est si beau, la caméra veut plus nous. Bref, il y a 30 000 personnes qui se sont réunies donc à Sainte-Soline le 25 mars pour manifester contre l'implantation d'une méga bassine. Et alors, la manifestation a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Il y a eu 200 manifestants qui ont été blessés, dont 40 grièvement. Et il y a toujours une personne qui est entre la vie et la mort. Et du côté des policiers, il y a 47 personnes touchées. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais c'est quoi une méga bassine? Et surtout, pourquoi il y a eu une manifestation? Dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est une méga Mais bassine? oui, c'est quoi une méga bassine? Ah ben, François, il nous a déjà mis la super photo. C'est une grosse piscine. Voilà. Technologie de c'est- pointe. C'est une très grosse piscine, quoi. Mais C'est un vraiment- bassin d'orage. Ça, c'est pas naturel. Hein. Ah non, non, c'est pas naturel, voilà. Qu'est-ce qu'il fait dire ça? C'est Quand même, t'es on très dirait perspicace, les hein, quand piscines, même, les franchement. piscines. Et à quoi ça sert? En fait, c'est des grandes réserves d'eau qui sont destinées à l'irrigation agricole. Et le terme méga bassine, en fait, il est utilisé par les opposants à ce genre de projet. Et de l'autre côté, les promoteurs et le gouvernement français qui soutient ces projets, eux, ils appellent ça réserve de substitution. Voilà, c'est un petit peu plus joliment dit. Mais peu importe le terme qu'on utilise, au final, l'objectif, c'est de pomper de l'eau dans les nappes phréatiques en hiver, de les stocker à l'air libre pour pouvoir utiliser l'été ou en cas de sécheresse. Et vous le voyez, vous l'avez vu sur une image, ils appellent pas ça méga bassine pour rien. Par exemple, le projet à Sainte-Soline, où il y avait la manifestation le 25 mars, ça devrait avoir une capacité de 628 000 mètres cubes d'eau. Et donc ça, c'est l'équivalent de 250 piscines olympiques. Donc c'est Merci une, pour la On comparaison. peut voir ça une maintenant. bonne grosse piscine, quoi. On en a parlé, nous, on n'arrive pas à se mettre en tête ce que c'est 250 piscines, mais... D'accord. Ah, bon, comme quand on c'est parle de c'est quand terrain même de foot. c'est quand même plus clair que le Oui. chiffre de base J'avais- que j'ai déjà Bien oublié sûr. d'ailleurs. Je sais pas, j'aurais dû peut-être convertir en terrain de foot. Est-ce que ça Bah vous oui. parle un petit peu Mais plus? justement, on je sais pas. arrive Et même quand on dit... Tu te rends compte que c'est quand même plus énorme que 3. Enfin voilà, c'est tellement gros que Ah, justement. 250, c'est plus que 3. Ah, ouais. Mais non, mais c'est vrai que les conversions en terrain de foot et en Ouais, j'aurais peut-être piscine dû. olympique, Est-ce que non, je terrain trouve de que ça foot, marche. Ouais, moi aussi. ça vous parle plus les terrains de foot? Sur les piscines aussi, J'ai c'est pas bon. pensé. Non, les piscines, cette, ça marche en vrai, hein, mais c'est un cette réflexe qu'on a, c'est marrant. Ouais, voilà, chacun son sport, hein, j'ai envie de dire. Et bref, et donc là, le principe, il n'est pas récent, il y a déjà eu, et les contestations, elles ne sont pas récentes non plus, parce que dès 2002, en Charente-Maritime, donc qui est à côté du Marais, au Poitvin, etc., il y avait déjà des manifestations contre ce genre de projet.
Et il y a le mouvement des soulèvements de la terre. Il y a Émilie qui dit une manifestation de 38 personnes à Sainte-Soline, c'est l'entièreté du village en fait. C'est vrai. 38 personnes à Sainte-Soline, c'est l'entièreté du village en fait. Ah oui. Parce que comme écoute, des fois on arrive et on couvre des manifestations de 13 personnes. On peut les compter à main sur nos deux mains. Ouais, là, 30 000, ça me semblait un peu plus compliqué quand même. Bon, les forces de l'ordre ont T'as dit entre 30 000 30 000. Ah, elle a compris 38. Ah, ouais, 38, ah mais non, mais aussi pas de telle envergure, c'est vrai que... Ah, il y a Augu qui dit c'est l'entièreté du Béoué surtout. Chez... Si vous voulez, j'ai le nombre d'habitants de Sainte-Soline. Ah, combien C'est 350. Ah, pas mal. Hein. Il y a du peuple à Sainte-Soline. Mais C'était c'est pas en depuis 2020, donc c'est ça pas en a un depuis hier peu plus qu'ils maintenant. manifestaient autant. mais- Si aussi gros, c'est la première fois qu'il y a autant de personnes. Il y avait ouais. quand même, il y a déjà eu une première manifestation en octobre 2022 à Sainte-Soline, mais il y avait moins de monde. Et, donc là, c'était vraiment la plus grande manifestation jusqu'à présent sur les méga-bassines, même si ça fait donc depuis 2002 qu'il y a des personnes qui disent qu'elles sont contre quoi. Et, Pourquoi ils sont contre? Pourquoi ils sont contre? Mais je vais y venir. Mais dis-nous Aline. Et pourquoi, À votre avis surtout pourquoi il y a autant de monde maintenant qui manifeste? Ah ben, C'est lié? Je sais pas. il y a déjà tout le contexte politique à mon avis, pour c'est l'instant beaucoup en ça. France, quoi. Et aussi, en gros, la manifestation en octobre 2022, il y avait beaucoup moins de monde, mais il y avait déjà eu des petites tensions, on va dire, avec la police. Et donc ça a jeté de l'huile sur le feu, quoi. Encore plus. Et bon, avec ce qui se passe avec la réforme des retraites, c'est pour ça que je faisais une petite dédicace à Augu en début de chronique, bah, c'est vachement lié, en fait. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une contestation de la population qui... Tout se relie, mais bon. Oui, un genre de convergence C'est qui est ça. assez impressionnant. Mais bon, pour revenir au La sujet des dimension méga-bassines, écologique. à votre avis, pourquoi il y a autant de monde qui sont contre, hormis Alors, le contexte a politique et priori, social actuel? Écologie. Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est pour des raisons écologiques. À mon avis, c'est, autant d'eau stagnante à ciel ouvert. Pour moi, il y a un problème d'évaporation déjà. Mhm. Enfin, ça doit aller dans cette dimension-là, quoi. Ouais, bactéries, tout ça, il y a plein de germes qui débarquent avec ça. Enfin, c'est pas fait pour faire une grosse piscine de plein air, une fois un village de 300 habitants, quoi. Puis privatisation de l'eau et tout. Bah, effectivement, et la coopérative de l'eau, donc c'est le groupe qui est à l'origine des différents projets de méga-bassines dans le Marais Poitevin. Il y en a 16 au total, il devait en avoir 19, maintenant il n'y en a plus que 16 en projet. Ils ont voulu démontrer quand même l'utilité de ces bassines parce qu'il y a eu des contestations directement. Donc ils ont commandé un rapport au Bureau de recherche géologique et minière, qui est l'établissement public d'études du sol et sous-sol. Donc c'est un institut public. Voilà. Il y a Émilie qui dit, Exactement. Émilie dit parce que ça a l'air très laid d'avoir ça près de chez soi, pas ouf pour le tourisme, plus bonjour les moustiques l'été. Ça, par contre, c'est vraiment une réflexion du Brabant, quoi. C'est comme les Ça, c'est quelqu'un qui est habitué à avoir une piscine à côté de chez lui. Juste avant que tu continues, je tiens à souligner le message de Vincent Firelife qui dit je m'étais il y a 1 heure et puis j'ai vu la story de Tariq. Tant mieux si vous avez retrouvé internet, je vous embrasse et surtout continuez. Merci beaucoup pour ton message, mais juste on n'a toujours pas internet, c'est système D. Je suis derrière le téléphone. Coucou. Alors, on n'a toujours pas internet, mais ça arrive. Et en fait, je tiens le téléphone, on fait avec nos 4G, on fait comme on peut et on continue. Voilà. Vincent, qui est un youtubeur, justement. Ah qui oui, c'est s'occupe le- des pompiers. Oui, Mais oui, oui. Ah, oui. Ma foi. Que j'avais Merci interviewé beaucoup pour le laquelle- soutien en tout cas. Vincent. Et puis si jamais vous voulez lâcher un sub pour rembourser nos 4G, Et promis, nos autres émissions, elles sont plus techniquement réussies. Hein. Ouais, mais là, on a bossé nos sujets, hein, vraiment. oui voilà, est- on aurait été frustrés de pas faire l'émission quoi. Il y a Émilie qui dit haha mais purée ça fait déjà 2 fois laisser mon Brabant tranquille. On y est bien. On va dire, il n'y a pas de piscine dans le Hello. Hein. Ouais, non. Mais non, on a des nids de poules, on peut se Oui, baigner c'est ça. sur les routes, il y a Ça, des il y nids a de poules. c'est des mini-bassines. Ouais, c'est ça. Bref, pour revenir aux Oui. méga-bassines, l'étude qui a été commandée au bureau, elle a conclu que les méga-bassines auraient un impact négligeable sur les nappes phréatiques. Donc en gros, c'était pas irrespectueux de l'environnement, quoi que ce soit. Forcément, ça n'a pas convaincu les opposants au projet. Et donc, il y a le collectif Bassines Non Merci, tout est dans le nom, vous comprenez à peu près où il se positionne, qui a publié un contre-rapport fin janvier. Et donc là, c'est la géoscientifique Anne-Morwen Pastier qui critique la méthodologie et les conclusions du bureau. Et comme vous l'avez dit, il y a effectivement l'évaporation. Et là, il y a des chiffres très variables. Il y a cette petite madame, la Christiane Lambert, qui est la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, donc qui est quelqu'un qui est pour les bassines, qui parle de 7% d'évaporation. Et par contre, on a un chercheur
du CNRS, Christian Amblard, qui lui sur France Info parle entre 20 et 60% d'évaporation, donc entre 7 et 20 et 60, voilà, on n'est pas trop sûr, mais dans tous les cas, il y a une perte d'eau, ça c'est certain. Aussi, il y a le problème de l'eau stagnante, parce que en plein été, une énorme quantité d'eau avec la lumière, le soleil, c'est un terrain hyper propice pour le développement des bactéries, et surtout des cyanobactéries, qui sont des espèces d'algues comme ça, enfin vous pouvez taper, moi je savais pas à quoi ça ressemblait, c'est des genres d'algues qui sont dangereuses pour la santé humaine. Et aussi, autre critique par rapport à l'étude du bureau, c'est qu'ils ne prennent pas du tout en compte les conséquences du réchauffement climatique. Donc en fait, si les sécheresses elles s'accentuent, il n'est vraiment pas certain qu'on puisse pomper à l'infini dans les nappes phréatiques et que ça ne fasse pas pire que mieux à l'avenir. Et alors, il y a un autre gros argument qui est pointé par les opposants aux méga-bassines, c'est la privatisation de l'eau et l'accaparement de l'eau, parce que, à savoir que ces bassines elles vont être financées à 70% par de l'argent public, mais ça va être une toute petite minorité d'agriculteurs qui vont en bénéficier, et ces agriculteurs qui en bénéficient, c'est les géants de l'agro-industrie, donc les céréaliers, surtout la culture du maïs qui est extrêmement gourmande en eau, et en fait ce maïs il est destiné à nourrir l'élevage intensif. Donc il n'est même pas pour l'humain, c'est beaucoup exporté. Il y a un problème éthique là, carrément, dans l'accaparement de l'eau. Vraiment. Parce que un problème éthique dans l'accaparement de l'eau. Excusez-moi, je suis pas habitué, d'habitude j'ai un micro. Oui, on fait comme on peut. C'est sensible. Pardon, monsieur. Tu viendrais pas du Brabant, toi? Ouais, si. C'est mon origine cachée en fait. Oui, clairement, il y a un gros problème parce que quand l'eau elle est dans le sol, elle appartient à tout le monde, mais là dans les bassines, c'est vraiment les tout petits, ceux qui auront financé le projet de méga bassines qui vont pouvoir bénéficier de ces quantités d'eau, et c'est pas ouf pour l'environnement, c'est pas ouf niveau justice sociale non plus. Et donc voilà, il y a aussi sur le site de Bon Pote, j'avais relevé un article écrit par Magali Regueza, qui est géographe et membre du Haut Conseil pour le climat, qui parle de la notion de fix hydrosocial. Et en fait, il y a un parallèle avec les drogues, c'est de dire, ok, on essaye de trouver des soins palliatifs littéralement pour continuer à faire l'agriculture comme elle est actuellement, au lieu de trouver des choses qui soient en accord avec la transition écologique. Et c'est comme avec la drogue, on remet toujours une dose, mais il y a toujours un manque qui arrive derrière, quoi. C'est un peu ça la comparaison, je trouvais ça intéressant. C'était ça ma question en fait, quelle autre alternative on a? Il y a plein d'alternatives en soi qui sont déjà pratiquées par d'autres agriculteurs dans la région. Il y a le fait de se diriger vers des cultures qui sont moins gourmandes en eau. Il y a le fait de faire de l'irrigation goutte à goutte, vraiment en faisant attention à la consommation d'eau. Il y a le fait de replanter des haies, etc., pour que l'eau se stocke naturellement à certains endroits. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent, mais qui ne permettent pas d'augmenter le rendement. Et c'est ça le principe des méga-bassines, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir continuer à augmenter leur rendement. Voilà. Il y avait une remarque d'Émilie, mais ça c'est pour la voix. Il faut pas se tourner vers nous, il faut se tourner vers le téléphone. Et non, Vincent qui parle d'un trépied, mais on n'a pas de trépied. C'est Margot le trépied là. Coucou. Voilà. Merci Aline. Merci Aline. Merci. Allez, on applaudit pour chaque chronique aujourd'hui. Merci. Et franchement, je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe parce qu'il y a une heure, on était en train de pleurer derrière cette table en mode on peut faire de live. Et finalement, on est là, on fait tout ce qui se passe. Ok, bon, le lobby des trottinettes. Voilà, on adore les trottinettes. Les trottinettes. La mobilité en général. Voilà. Alors, un peu de contexte d'abord. Bien parler vers le micro. Alors, Et fort, hein. ouais, fort. Alors, le 2 avril, les Parisiens ont été amenés à voter pour ou contre les trottinettes en libre service à Paris. Alors, au fait, depuis le 14 janvier précédent, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que le 2 avril, on va avoir un vote pour ou contre les trottinettes. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'accidents, on peut donner des chiffres et ça augmente toujours. Donc finalement, on a fait ce vote. Cependant, bien entendu, avant le vote, il y avait les entreprises de location de trottinettes qui ont cherché à vraiment
influencer le scrutin en leur faveur. Et donc, voilà qu'on voit sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc., des influenceurs qui essaient, bien sûr, d'avoir la faveur des gens pour aller voter pour les trottinettes. Alors, si je dis un peu très rapidement, il y a plusieurs... je dirais plusieurs moyens qu'ils ont tenté de... On a une photo, je pense. Je pense, voilà. Et, Je ne me rappelle son nom. Bah, pas de son, non. Dites-moi quand elle y est, hein, parce que du coup, je vois pas. Pour l'instant, on est toujours sur une carte de mégabassine de France. Ils ont tenté tous les moyens. Oui, tu peux montrer si tu veux. Alors, ils ont utilisé, bien entendu, ils ont fait, ces influenceurs ont préparé des vidéos fabriquées et effectivement, c'est pas super, quoi. C'est un peu... des acteurs qui font semblant. C'est fait à la va-vite, tu veux dire. C'est fait à la... Mais encore, le contenu, même le contenu est trop... voilà. Émilie qui dit Bastos misère. Oui, voilà. Alors, il y a Bastos, il y a plein d'autres. Voilà, on peut... Ethan, par exemple. Ethan Bereba. Oui, il a 1,9 million sur TikTok d'abonnés. Et il a fait un micro-trottoir. Si on peut voir la deuxième vidéo très rapidement. Alors, et là, dans cette vidéo, il dit, par exemple, voilà, il fait un micro-trottoir, il demande les gens, est-ce que vous voulez maintenir? Pas oui, il faut maintenir, il faut éduquer au lieu d'interdire bêtement alors qu'il sort avec le vin. Il faut sauver les trottinettes, c'est ça, effectivement. Émilie qui demande si je le connais pas, je suis vieille. C'est normal. Ok, voilà. ok. Il est très connu sur TikTok, mais du coup, ça ressemble pas à de la propagande, tout ça, non? Oui, mais au fait, ces influenceurs, ils ont effectivement, ils ont proposé des clichés, quoi. C'est pour la pollution, c'est mieux pour le transport, il y a les moyens de transport saturés. Donc, les arguments, c'était des arguments bien clairs, bien connus. Toujours les mêmes. Je vois le partenariat rémunéré quand même. Oui, oui, voilà, le partenariat est rémunéré, mais lui spécialement, il a mis ça un peu plus tard, il ne l'a pas mis au début, il a mis un peu plus tard, et c'était, bon, il a dit avoir été rémunéré de 2500 €. À ne pas oublier que ces sociétés, ces entreprises de trottinettes, ils ont déjà proposé l'utilisation des minutes gratuites, ils ont tenté toutes sortes d'attraits pour le public. Ouais, ils ont tout fait. Et ils ont effectivement tout fait, mais comme nous le savons effectivement, que les résultats du vote, voilà, il y a un rejet des trottinettes. Et si on peut... je vais donner un peu un chiffre. Là, bon, bien sûr, la participation, c'était 7,5%. On laisse tomber. On fait tomber. Alors, juste parce que j'ai eu un peu de peine à dire les chiffres, mais les inscrits, c'est 1 382 000 quelques. Et ceux qui ont voté, c'est 103 000. Sur toute la population de Paris. Voilà. Alors, il y avait... Ça fait combien? Faut quand même le vouloir. Ça fait combien? Il faudrait s'inscrire. C'est 1 million quelques qui se sont inscrits, mais c'est seulement 103 084 personnes qui ont voté. Et ça correspond à quel pourcentage de la population, tu veux dire? Bon, 7%. 7,5% qui ont voté. Mais là, c'est encore... ceux qui ont voté, il y a 91 385 contre et 91 385 qui sont contre les trottinettes, donc ça correspond à 89% des votes, et les 11 qui sont pour maintenir, pour avoir les trottinettes. Je me permets de te couper, il y a Présidios qui nous a rejoint et qui dit « Hello la team, coucou Présidios, système D ce soir, hein, je tiens le téléphone parce qu'on n'a pas d'internet, du coup on bouffe un peu nos 4G, donc on fait comme on peut, on espère pouvoir quand même vous donner les infos qu'on avait prévues. C'est pas la configuration habituelle, mais on espère que ça changera d'ici la fin de l'émission. Et si ça tremble, c'est normal, c'est parce que je suis derrière la caméra. Mais comment ils ont été, comment c'est arrivé sur le vote des Parisiens? Comment cette proposition ou ce vote a été mis en place? Effectivement, c'était mis en place, comme je viens de dire, le 14 janvier, parce que à la mairie, on s'était pas mis d'accord. Il y avait plein d'accidents, plein de personnes qui
contesté, qui ne voulaient pas, même dans la commune et tout. Et là, comme quoi ils n'ont pas pu trancher, c'est à ce moment que la maire a décidé que le peuple parisien, cette communauté, qu'elle vote. Justement, j'ai voulu dire que c'est un truc qui a des enjeux économiques très importants. Lime, Dot et Thiers, c'est 15 000 trottinettes en libre service à Paris, sur un total de 22 000 trottinettes dans le pays, en France. Donc elles vont devoir toutes être retirées en fait de voilà, Paris. Effectivement. Et sur Paris, par exemple, je pense que Lime, c'est plus que 20% de leur activité qui est à Paris. Bien sûr, c'est un grand chiffre d'affaires pour ces sociétés qu'ils risquent, mais encore, ils n'ont pas réussi. Pourquoi ? Alors, pourquoi les Parisiens ont voté contre? On se demande. Alors, le référendum sur le maintien n'est pas en faveur des opérateurs parce que la participation est trop faible, de 1, et normalement, ils devraient toucher les jeunes qui n'ont pas voté pour les trottinettes, quoique c'est eux qui les utilisent beaucoup plus. D'où vraiment l'échec des influenceurs, l'échec de tous les moyens. Et voilà qu'on est là. Et si on peut passer un peu vers la Belgique et les trottinettes en Belgique. Qu'est-ce qu'il en est en Belgique? Voilà, justement. Alors, récemment, il y a quelques jours, Bruxelles Mobilité lance une campagne de sensibilisation. Guess what? Guess what? Sourire. Non, mais elle est flinguée. Sourire nerveux. Le titre, en trotti, tout n'est pas permis. Voilà. C'est à l'attention des utilisateurs, bien sûr, des trottinettes. Et effectivement, il y a un règlement de circulation qui est placé depuis juillet 2022. Cependant, les gens ne suivent pas ces règles. Il y a toujours des gens qui sont sur les trottoirs à trottinettes, le feu rouge, etc., passage piéton. On peut en parler pour des heures sur ces infractions. Mais voilà, ils veulent avoir un permis. Donc, il s'agit de 5 questions. Et ils disent que vous pouvez avoir quelques minutes, je ne sais pas, 15 minutes gratuits de trottinette. Et ils ont essayé encore de faire des vidéos à l'attention des jeunes usagers. Alors, bien sûr, ce quiz, c'est plus ou moins simple, ça rappelle les règles. Et voilà, durant cette campagne, les zones de police bruxelloises seront particulièrement attentives aux infractions et prises de risques à trottinette. Et ça termine quand cette campagne? Voilà, on n'a pas dit ça se termine quand, sinon, moi je ne sais pas. Mais voilà, pour dire qu'au deuxième trimestre de 2022, il y a eu 271 accidents impliquant une trottinette électrique alors en région bruxelloise, 3 fois plus qu'à la même période en 2021. Donc il y a une augmentation vraiment énorme, je dis, quant aux accidents. Et c'est violent les accidents de trottinette. Hein. Voilà. En fait, c'est les usagers faibles. Oui. Oui. Alors, ils sont utilisés. Rappelez encore que... Suite à ce vote, est-ce que c'est contraignant pour la mairie de Paris? Ouais. Paris, on revient à Paris. C'est contraignant. Oui, c'est vrai, mais... Bon, et en fait, il y a des gens qui... Est-ce qu'ils vont interdire les trottinettes, quoi, après on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, mais déjà, ils ont quelque chose qui est très, très solide, qu'ils ne peuvent pas rejeter. Ouais, solide, beaucoup qui l'ont démonté. Parce que voilà, ils avaient à dire leur mot à ce moment-là. Ils ont eu la chance, ils l'ont raté, ça, c'est une autre histoire. Bon, alors, en Belgique, 1,5 million de locations ont été effectuées en juin dernier. Trottinette, je parle des trottinettes, contre une moyenne mensuelle de 100 000 locations en 2021. Donc, on remarque bien qu'il y a une certaine augmentation considérable pour des raisons, bien sûr, on sait bien que c'est un besoin. Mais ça rentre dans les mœurs, surtout. Voilà, et ça, c'est pas un train, c'est surtout que c'est facile à louer, c'est facile à prendre. Et ça facilite. Et qu'il n'y a souvent pas de transport après minuit. Voilà, il y a des voilà. Mais cependant, quand on parle de la France, maintenant, aujourd'hui, on a commencé à parler de perte d'emploi chez les propriétaires, chez les sociétés de trottinettes. On commence à soulever des trucs comme en septembre, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques en 2024, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va trouver des alternatives
à la trottinette ou pas. Et donc, ce n'est pas la fin. À mon avis, il va y avoir plein de choses. Oui, ils vont trouver juridiquement un Ouais, moyen ils vont de contourner trouver un truc. un moyen, ils vont bien. Maxence, l'autre fois, elle a parlé de règles qui sont en train d'être progressivement adaptées, même en Belgique. On ne gare pas n'importe où la trottinette, le ralenti dans certains passages piétons, dans la ville ou autre. Donc, à mon avis, ça devrait un peu aller vers la réglementation. Et puis il y a la commune de Huc qui a interdit purement Oui, et à simplement un certain cette moment, ils ont interdit. Et, Ça a repris là je pense que ça a repris à un certain moment. Ça dépend des quartiers peut-être. Ça dépend des quartiers, oui. Juste, par rapport à ça, en fait, sur la carte, il y a des endroits qui sont interdits au stationnement complet, c'est-à-dire que toute la commune de Uccle, on n'a pas le droit de parquer les trottinettes là-bas, ça c'est sûr et certain. On peut circuler à certains endroits, mais pas partout. Et après, il y a beaucoup d'endroits, surtout dans le centre, où c'est ralenti. Genre, c'est des zones de ralentissement où la trottinette ralentit d'elle-même. Hein, à l'ULB aussi maintenant. L'ULB aussi, ouais, c'est ça. Ou genre, ta trottinette, elle va pas à plus de 10-15 km, je crois, heure. 10 km/h, c'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Oui, voilà, le débat est toujours ouvert et la réglementation, ça va progresser. Ok. Ouais, merci Laine. Bravo. Et il y a Elisa qui fait un coucou Chloé parce qu'on t'a vu derrière. Mais je pense que ça nous fait une très bonne transition du coup. Salut Chloé. Hello. Bienvenue sur la chaîne d'Office. Sur ce superbe plateau. Ouais. Le plateau est très stylé en vrai. Ouais. Bon, malheureusement, du coup, on n'a pas le superbe fond parce qu'on avait changé de fond C'est aussi. vrai On avait Par rapport à la dernière fois la semaine passée Non, Ah, okay. depuis le début en fait, on a changé j'ai vu la semaine passée. Alors, désolé pour nos viewers, on avait une surprise pour vous, une petite nouveauté, mais ce sera pour la prochaine fois. On regarde ça pour... tease. C'est c'est pour que les gens reviennent, tout est calculé. Mais voilà, système D, et puis on t'a eu quand même. Ouais, c'est super gentil en tout cas pour l'invitation. Mais avec plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Chloé, elle est streameuse. On peut la retrouver sur Twitch. Aline n'est pas là, mais j'avais mis le lien sur le Notion de ta chaîne pour les gens. Elle l'a mis, il est dans le chat. Ah bah, super, merci beaucoup. Voilà. Et si on a voulu inviter Chloé aujourd'hui. Salut Ned, bisous. Au revoir Ned. Si on a voulu t'inviter aujourd'hui, c'est pour aborder quelque part le stream en Belgique parce que c'est quelque chose qui est un peu plus restreint que le stream en France sur Twitch. Petit, hein. Et puis aussi pour parler de streamer parce que tu es fondatrice de cette communauté, on en parlera tout à l'heure. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais sur Twitch ? Ce que je fais sur Twitch, donc moi je suis en live tous les matins. Je sais pas si je vous parle à vous, si je parle à Cam. Mais, je ferais bien un zoom, mais je suis un peu limité par. Ok, je vais essayer de faire les deux du coup. Moi je stream tous les matins, donc 8h30 midi, ça fait 3h30 de stream par jour, sauf le week-end parce que là je me mets quand même un peu de repos. Et moi je fais surtout du jeu vidéo. J'aime bien les jeux un peu challengeants, donc tout ce qui est Dark Souls, etc. Les jeux vraiment où il y a un peu de challenge. Après je fais aussi les grosses sorties, s'il y a le nouveau Zelda qui sort, je vais par jouer, hasard, bientôt. Ouais c'est ça, par hasard, juste comme ça. Nintendo Belgique, appelez-moi. Non mais voilà, je fais aussi de temps en temps de la cuisine, mais c'est juste que je suis très très nulle, donc ça amuse pas mal les gens que je fasse des live cuisine. Je suis tombée sur certaines de tes photos de sandwich. Ouais, on va pas trop en parler, mais mes sandwichs aux chips, voilà quoi. Je fais aussi, il faudrait que je vais les recommencer maintenant qu'il fait un peu meilleur, mais j'aime bien faire des lives IRL où je me balade dans une ville en Belgique et j'ai le live avec moi, etc. Donc ça c'est vraiment très chouette et ça marche aussi pas mal, ça change de ce que je fais habituellement. Et comme tu l'as dit, je m'occupe aussi de streamer, donc ça c'est mes journées typiques. Et pourquoi tout simplement t'es arrivé sur Twitch? Parce que c'est pas banal, enfin moi perso je rencontre pas des streamers et streameuses tous les jours quoi. Ok. Ouais c'est vrai que maintenant je me suis vachement entourée des gens du milieu, donc j'ai l'impression que tout le monde connaît Twitch et tout le monde fait ça un petit peu, mais t'as raison. Moi j'ai toujours été fan de jeux vidéo depuis toute petite. Et quand j'étais petite, je voulais être testeuse de jeux vidéo parce que ça me semblait être le meilleur métier du monde. Le fait est qu'aujourd'hui, je suis pas trop loin de ça au final. Et du coup, j'ai toujours adoré les jeux vidéo, j'ai toujours aimé la réalisation vidéo aussi. De base, je voulais faire des études en cinéma, mais j'ai été recalée. Du coup, j'ai fait des études, elle n'a rien à voir. J'ai fait linguistique et entrepreneuriat.
Et d'un côté, elle n'a rien à voir, mais ça m'a aussi beaucoup appris à entreprendre et à créer des choses, etc. Donc voilà, je regardais aussi beaucoup YouTube, les gens qui partageaient leur gameplay en live, etc. C'était vraiment un truc que j'adorais. PewDiePie, j'ai appris l'anglais avec lui, donc voilà, c'était vraiment un truc que je kiffais. Et je voulais faire YouTube de base, mais ça me prenait énormément de temps. D'écrire, de tourner, de monter, de faire la com, etc. Ça prenait trop de temps, j'étais aux études, j'avais un job étudiant, machin. Donc voilà, et pendant le confinement, en fait, premier confinement, j'ai découvert Twitch, que je connaissais pas du tout, mais de plus en plus, je voyais des best-of Twitch qui popaient sur YouTube, etc. Et j'ai commencé à regarder. Et là, j'avais plus de temps parce que cours en ligne, plus de vie sociale, plus d'activité, ni rien. Donc j'ai vraiment commencé à pas mal regarder le stream à ce moment-là. Et à moi-même me lancer quand j'ai vu que le confinement s'allongeait et que c'était le beau, allez, comment dire, c'était chouette Twitch parce que je devais pas écrire ma vidéo, il n'y avait pas de montage, c'était j'allume ma cam et je pars en live. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y avait moins de travail à faire en amont. Donc voilà. Et pourquoi t'as choisi ce créneau-là ? Alors ça, j'avais pas du tout ce créneau-là de base. Okay. Ça fait 1 an tout pile que je stream les matins. En fait, j'ai testé plein de créneaux. J'ai testé le soir, mais le soir, il y a énormément de concurrence. Il y a plein de gens qui streament. En plus, maintenant, on a des émissions énormes qui ont lieu, qui sont ultra produites, Popcorn, Backseat, etc. Donc les gens regardent pas mal ça aussi. J'ai testé tu veux dire qu'ils regardent pas d'office le jeudi? Ah si, bien sûr. Non, mais ça, bien sûr. Non, mais regardez d'office le mercredi. Le jeudi, là, c'est exceptionnel. Le jeudi. Et peut-être que si on avait stream jeudi, on aurait pu stream en fait correctement. Ouais, c'est pas faux. Mais François n'était pas disponible, pardon. Et ouais, à un moment, je streamais le midi aussi, entre mes heures de cours et de job étudiant. Ça marchait aussi pas trop mal, mais le matin, en fait, c'était une bonne opportunité parce que c'était une niche, en fait. Il n'y a pas trop de gens qui streament le matin. Donc voilà, c'était vraiment un public à apprendre aussi, et c'est une autre dynamique, je trouve, quand je stream le matin. Et c'est des gens qui sont là tous les matins. Je sais qu'il y en a qui sont là dans le chat, que n'importe où je vais, ils sont là, donc ça c'est vraiment trop bien. Et ouais, c'est des gens qui sont là tous les matins, qui sont en télétravail, ou qui sont étudiants, ou qui cherchent du travail, mais ouais, c'est une dynamique différente. Mais j'ai testé plein de créneaux avant de prendre le matin, et en testant plein de trucs, je me suis rendu compte que c'était ça qui me correspondait le mieux. Et aussi, vu que maintenant je suis à mon compte, et qu'avec StreamHeure, etc., si je stream pas le matin, moi je vais dormir jusqu'à 13h, donc c'est aussi une rigueur pour moi de faire ça. Okay. Et tu disais aussi ton public, donc c'est des étudiants, des gens qui travaillent à leur compte et tout, et le fait aussi de faire un créneau le matin, ça a changé aussi, je suppose, le type de public de gens qui viennent par rapport au soir ou les week-ends par exemple. Est-ce que ça restreint pas aussi par rapport à ça? Est-ce que tu as gardé la même communauté quand tu as switché le créneau? Alors j'avais des gens qui étaient là, qu'importe l'horaire, ça c'est sûr. Après tu touches d'autres personnes, mais moi ça marche beaucoup mieux le matin. Par exemple, je sais que streamer le soir, je vais diviser mes stats par 2, par 3 par rapport à ce que je fais le matin. Parce que j'ai instauré un peu cette habitude d'être là tous les matins, que j'ai même pas besoin de préciser quand sont mes horaires, c'est que le matin je suis là, point. Donc ouais, je pense que c'est aussi le fait d'avoir créé un peu ce rendez-vous. Ok. Et est-ce que tu arrives à en vivre entièrement du stream du coup? On va dire que je vis du monde du streaming très largement. J'ai ma chaîne Twitch qui est un revenu, clairement. J'ai aussi StreamHeure, on est payé si on fait par exemple des formations avec la ville de Bruxelles. Bah écoute, on va déjà le dire, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est StreamHeure? Ok. Ça fait 2-3 fois qu'on en parle là, je pense. Ça marche, ouais. Voilà. Du coup, StreamHeure, c'est un projet qu'on a créé avec une amie à moi qui s'appelle Hilaria. On a fait nos études ensemble et on a créé ce projet qui met en avant les femmes dans le monde du streaming. Parce que le stream c'est un milieu extrêmement masculin. Donc là on est que des meufs, donc c'est très cool. Ouais. Mais dans les statistiques c'est encore très très masculin. En dernière statistique c'était 65% d'hommes sur la plateforme. Et évidemment on en a entendu beaucoup parler, mais tout ce qui est cyberharcèlement, etc. Donc voilà, on a créé Streamer pour mettre en avant les streameuses. On a un serveur Discord où elles peuvent se regrouper, elles peuvent se rencontrer. Elles peuvent créer des petites soirées jeux entre elles, on fait des tournois de jeux vidéo, on a fait des événements caritatifs, on fait des formations avec la ville de Bruxelles pour tout ce qui est se lancer dans le stream, aussi sur les réseaux sociaux, parce que généralement on a Twitch, mais on a d'autres réseaux qui vont avec. Et voilà, en gros.
Pardon. Non, vas-y, je pensais que t'avais... Mais t'as une part de revenus du coup. Ah oui, du coup, j'ai une part de revenus avec StreamEarn, notamment quand on donne des formations. Et après, je fais aussi des petits boulots par-ci par-là, mais qui restent un peu dans le domaine du stream, le stream m'a donné énormément d'opportunités aussi. J'ai commencé à travailler un petit peu à la télé, que ce soit pour Hélène 24 ou pour RTBF XP. Ça, c'est parce qu'ils m'ont vu sur Twitch et qu'ils m'ont proposé de faire des chroniques. Je travaille dans le milieu un peu plus professionnel du jeu vidéo, beaucoup dans tout ce qui est jury, pour les appels à projets de financement de studios de dev, ou tout récemment pour les Belgian Game Awards. Donc tout ça, c'est des revenus supplémentaires également. Et je dirais que je gagne clairement pas énormément, mais je sais payer mes factures avec. Et justement, Hélène24, on a été un peu étonnés ah ouais en voyant que tu faisais des chroniques pour cette chaîne. Et tu fais quoi en fait? C'est plus de l'édito, c'est focus sur Twitch, sur le jeu vidéo, ou c'est complètement autre chose? En fait, c'était assez marrant, c'est que de base, Hélène24 avait leur chaîne Twitch et avec Hilaria, on y allait de temps en temps faire quelques chroniques comme ça parce qu'on trouvait le projet cool. Et ceux qui étaient à la télé de Hélène nous ont vus et m'ont simplement téléphoné, m'ont dit on a vu ce que tu fais, t'es pas chaude de faire des chroniques à la télé? Je me dis si, pour le coup. Et donc moi je m'occupais, parce que pour l'instant je travaille plus trop avec eux, mais je m'occupais de tout ce qui est actualité numérique, tout ce qui se passe sur internet ou dans la tech, etc. Je proposais quelques sujets d'actu dans les derniers jours et on me disait ok, ce sujet-là ça correspond bien à l'édito. Et je faisais une chronique qui durait entre 5 et 10 minutes. Et moi, j'ai une question là qui me vient. Il y a beaucoup de gens qui disent Twitch, ça ressemble de plus en plus à la télé, qui comparent Twitch à la télé, etc. Est-ce que Twitch, c'est la nouvelle télé ou pas? En fait, oui et non. T'as des productions qui se ressemblent de plus en plus à la télé. Ce qu'on fait ici ressemble vachement à la télé. Sauf aujourd'hui, on a un téléphone. mais donc, t'as aussi tout ce qui est popcorn, tout ce qui est backseat, ça ressemble énormément à une émission télé. Je trouve qu'après, il y a une autre dynamique, parce que t'as le chat, c'est du direct, etc. Surtout le chat, en fait. Le chat et la communauté Twitch, ça change tout par rapport à la télé. T'es beaucoup plus chill aussi, t'es pas tenu à des timings très, très précis, parce que la grosse différence que j'ai avec la télé quand j'en fais, c'est que c'est des timings où c'est vraiment à la seconde, t'as un compteur, etc., où tu dois pas dépasser. Twitch, c'est beaucoup plus chill, ça dure plus longtemps, tu peux vraiment aller plus en profondeur dans le sujet. C'est même très dur à la télé de devoir raccourcir un sujet qui parfois est très très court, très long, pardon, et de le faire en très très court. Donc voilà, mais après, t'as toute la part de Twitch qui est les personnes dans leur chambre, enfin, je caricaturise, mais les personnes dans leur chambre qui font ça comme ça pour le fun, il y en aura toujours aussi parce qu'il y a une grosse partie des gens qui font Twitch pour s'amuser aussi. Donc tu as les deux parties de Twitch où c'est très très développé d'un côté, très professionnel, et puis la partie un peu plus chill qui est aussi là et qui restera aussi. Je suppose qu'entre la télé et Twitch, tu n'as pas le même langage non plus, non, tu parles non, pas non. de la même façon. Ouais, non, quand je m'entends, je m'entends prendre une voix quand je suis à la télé, je suis insupportable, quoi. J'essaye de bien articuler, de faire attention à ce que je dis. Et puis, même nous qui avons fait des exercices télé et Twitch, on s'est dit, Twitch, on peut parler comme on parle entre nous, quoi. C'est ça. C'est ça. Et en plus, moi, j'ai pas fait d'études de journalisme, donc j'ai débarqué sur un plateau télé, faire des chroniques. J'ai pas eu de formation à ça, à part faire des chroniques sur des chaînes Twitch et sur ma chaîne, mais c'était un exercice totalement différent. J'ai pas fait d'études pour ça. Est-ce que t'as trouvé ça difficile, l'exercice, justement, pour la télé? Est-ce qu'on t'a mis des contraintes ou t'étais quand même assez libre? J'ai pas eu de contraintes, vraiment c'était super libre, on me laissait choisir, enfin je proposais mes sujets, on me disait celui-là il est bien, l'équipe était vraiment trop cool, et donc non, c'est juste que c'est un exercice différent, parce que ça doit être un peu plus cadré, etc. Et qu'il faut aussi, si par exemple on parle d'un sujet de tech ou d'internet, peut-être que les gens de Twitch sont un peu plus au courant, mais la télé faut peut-être un peu plus vulgariser. Mais moi j'adore les deux exercices, c'est ultra différent, mais c'est un très bon challenge de faire de la télé. J'espère vraiment continuer à en faire parce que j'adore ça, quoi. Je vais juste demander qu'on me relaie 5 minutes pour que j'aille boire un coup, si possible. Parce que j'ai enchaîné les chroniques et tout. Hop. Je sais pas si Tariq peut reprendre. Le trépied. Voilà, le futur journaliste. Merci. Je vais demander de remplir ma tasse de café, s'il te plaît. Ouais. Il y a fait à 20h30. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les emotes de la chaîne, j'ai créé un emote spécial café pour Margot. Ah oui, c'est vraiment genre, voilà. Je fonctionne du matin au soir. C'est ça. Chacun ses addictions, je préfère ça qu'autre chose. Donc, Ouais, non, c'est sûr. Mais du coup,
continuer un peu par rapport à ça, on a parlé un peu streamer et je trouvais que, enfin, moi je sais que quand j'avais regardé un petit peu, oh là là, je vais y arriver. Faut du café peut-être. Mais non, justement pas pour moi. Justement cette idée d'avoir une communauté d'entraide spécifiquement pour les femmes sur Twitch, qui n'était pas quelque chose qui existait avant, si je dis pas de bêtises. Pourquoi pour toi c'était important d'avoir cet espace-là spécifiquement féminin et pas juste un groupe d'entraide entre streamers de manière générale? En fait, de base, quand j'ai commencé le stream, donc même avant de streamer, je trouvais que c'était tout le temps les mêmes personnes qui étaient mises en avant sur Twitch. Donc comme je disais, il y a beaucoup plus d'hommes et c'était un peu tout le temps les mêmes qui étaient mis en avant parce que ceux qui sont très très populaires sont extrêmement mis en avant sur la plateforme. Donc il y avait déjà cette première observation il n'y a pas autant de représentation de femmes que d'hommes. Et ensuite, c'est quand j'ai démarré moi-même le stream, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit d'entraide, un peu cette sororité, etc., pour rencontrer d'autres streameuses, pour faire des projets ensemble, pour s'entraider, parce qu'au final, le stream, c'est pas du tout cliquer sur partir en live, c'est tellement de trucs à préparer. Enfin, je veux dire, vous le savez, parce que vous avez beaucoup plus de trucs à préparer que moi, par exemple, tu vois, où je suis dans ma chambre. Mais voilà, et j'étais dans beaucoup de groupes d'entraide féminines quand j'étais aux études. Tout ce qui était Louvain la meuf, peut-être que ça parle à des gens ici. Non, ça m'intéresse du coup. Ok. Alors c'est un groupe Facebook d'étudiantes de Louvain-la-Neuve. Maintenant c'est devenu immense ce groupe, mais de base c'était les étudiantes de Louvain-la-Neuve. Et c'était vraiment un groupe de meufs qui s'entraidaient, pour tout quoi, pour que ce soit trouver un code, les études ou des problèmes un peu plus perso. Et il y a toujours une très très bonne dynamique dessus. Et je m'étais dit, ce serait trop bien de retrouver cette dynamique, mais dans le stream, parce que ça n'existait pas. Et aussi parce que être streameuse, c'est faire face à des problématiques très spécifiques au fait d'être une streameuse. C'est pour ça qu'un groupe d'entraide mixte, pour moi, ça n'avait pas trop de sens, surtout que ça existe déjà. Il y en a déjà beaucoup. Donc voilà, je voulais vraiment target cette problématique d'être streameuse, il n'y a pas assez de représentation, d'essayer d'en créer plus et de pousser aussi les femmes et les filles à se lancer dans le stream. Et je sais, cette communauté, elle a été rejointe par beaucoup de monde et aussi des Françaises. Ouais. Moi, je l'ai connue parce que je fais mon mémoire sur Twitch et j'avais interviewé une pote qui est streameuse, voilà. Elle m'avait parlé de Streamer. Je sais pas si tu connais. Mais non. Il y a Streamer qui s'est lancé, je sais pas si tu connais, c'est EOS sur Twitch. Mais, voilà. Ah, j'irai voir. Et elle m'a dit, mais voilà, en plus, je pense que c'est une Belge qui a créé. Et puis moi, vraiment, je ne connaissais pas du tout. Je débarquais vraiment dans le monde de Twitch et j'étais, ah bah non. Et là, le fait qu'on t'invite, c'est un peu, c'est drôle quoi. Ouais, le cercle. Et merci à elle de m'en avoir parlé, mais du coup, elle était, c'est trop bien. Et puis nous, ça nous aide. Et puis, on découvre plein de gens. Et puis, voilà, on se fait une petite communauté aussi par là, quoi. Donc, je sais que ça aide beaucoup. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Streamer est français. Parce que le stream est super populaire en France et la communauté est francophone. Donc, on a des gens en Belgique, en France, au Suisse, au Luxembourg, au Québec. Il y a des personnes qui sont expats aussi, qui sont dans la communauté. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Françaises qui sont dessus. Ouais, j'ai vu quand je suis allée aussi sur le Discord, c'est ce qui est le plus actif pour streamer, où il y a vraiment plein de channels pour plein de trucs différents. Et c'est parce que tu disais, il y a plein d'autres choses que juste allumer sa caméra. Et voilà. Il y a tout un truc spécial pour aider pour les graphismes, un truc pour chercher des modérateurs, un truc pour des témoignages de manière générale. Pour faire des lives ensemble et tout. Il y a vraiment plein de trucs partout et aussi juste discuter aussi entre elles. Ouais. Et j'ai vu que vous faisiez même des events comme Stream for Trees. La semaine dernière, tu peux nous en parler un petit peu? Je suis désolée si je bégaye. Non, t'inquiète, avec le café ça va aller mieux. Je te jure, je te vois boire un café à cette heure-ci. Ça me fascine. Ouais, de ouf. Mais genre, tu dors la nuit ou? Ah oui, il faut, sinon je t'en parle. Donc ouais, on fait des événements, on fait plein de types d'événements, on fait des tournois de jeux vidéo, on a fait un tournoi Mario Kart, on a fait un tournoi Fall Guys, on a fait justement Stream for Trees. Donc ça c'est, je pense, le plus gros projet qu'on a fait actuellement avec Streamer. C'est donc un projet caritatif avec Greenpeace, Belgique, où on a avec plus de 70 streameuses, autant françaises que belges, et aussi des personnes qui étaient expats. Je sais qu'il y avait par exemple une streameuse qui venait du Japon, qui a streamé de chez elle, etc. On a streamé pendant une semaine, on a récolté des fonds pour Greenpeace, et on a récolté plus de 15 000 €. Et avec ces 15 000 €, on a planté 300 arbres à Bruxelles.
Et c'était trop bien parce que les streameuses qui étaient dispo sont venues sur place le jour de la plantation, c'était en novembre. Donc il pleuvait, il y avait de la boue, etc. Mais c'était très drôle. Tout le monde est tombé malade, mais... Ça laisse des souvenirs. Ouais, ça laisse des souvenirs, c'était très chouette. Et du coup, on a planté 300 arbres ensemble avec les streameuses, on était en live, etc. Donc au téléphone aussi. Comme quoi, hein. Avec un truc... Eh ben, j'avais pris mon adaptateur, enfin mon stabilisateur, mais j'avais oublié le truc pour le clipser. Donc j'étais à la donc voilà. Ça fait les bras, c'est pas grave. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'était le plus gros événement, je pense, qu'on ait fait avec Streamers, c'était celui-là. Et tout à l'heure, tu as dit que voilà, Streamers, c'était dans le but de créer une communauté féminine autour du stream. Mais ma question, c'était, est-ce qu'il y a des difficultés? Je suppose que oui, mais quelles sont les difficultés à être une femme sur Twitch, en fait? En fait, t'as plusieurs difficultés qui sont vraiment spécifiques à être streameuse. Pardon. Déjà... Merci, caméra. Est-ce que tu peux arrêter de respirer, s'il te plaît? En tout cas, tu t'appuies sur la caméra, par contre, je sais pas si c'est une très bonne idée. Ouais, t'inquiète. Ouais, ça va, ok. C'est juste que je la vois faire ça, donc ok, d'accord. Non, je me tiens pour stabiliser. Ok, merci. Pardon. T'inquiète, j'essaie de retrouver mes esprits. Du coup, oui, t'as déjà un gros syndrome de l'imposteur avant même de commencer. Il y a beaucoup de meufs qui ont du mal à se lancer sur Twitch parce que elles se disent qu'elles sont pas légitimes, qu'elles n'ont pas leur place, etc. Ou qui ont peur de se faire harceler parce qu'avec tout ce qu'on entend, etc. Donc il y a déjà cette première difficulté, c'est même de débuter. Juste débuter, c'est déjà une difficulté en soi. Même moi, je pense que j'aurais commencé bien plus tôt si j'avais pas toutes ces pensées de oh, je vais me faire juger, il y aura du harcèlement, nanana, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a très peu de représentation. Donc ça aussi, c'est un frein à se lancer parce que généralement, on aime regarder des gens qui nous ressemblent ou qui ont des valeurs communes avec nous, chez qui on peut s'identifier. Donc évidemment, si c'est que des mecs, peut-être qu'on aura plus de mal à s'identifier, à vouloir se lancer soi-même. Alors que s'il y a plein de streameuses variées, on va se dire « Ah, mais elle, ce qu'elle fait, en fait, je kiffe trop et moi aussi, j'aime faire ça. Peut-être que moi aussi, je pourrais partager ce qu'elle fait. » Donc il y a ça. Il y a aussi tout ce qui est cyberharcèlement. Malheureusement, il y a eu beaucoup de témoignages de streameuses qui ont parlé de tout ce qui se passait sur Twitch. Ça touche à tout niveau, hein, que ce soit très très grande streameuse, wide streameuse ou plus petite streameuse, malheureusement ça touche énormément de gens. Donc ça aussi c'est assez spécifique et voilà, tout ce qui peut être aussi des remarques que tu peux te prendre en live qui vont être visées sur le fait que tu es une streameuse, donc typiquement tout ce qui est ton physique, etc., etc. Donc ça c'est assez spécifique au fait d'être une streameuse. Ouais, il y a plein de trucs comme ça, avec aussi pour les streameuses aussi qui vont jouer en ligne ou en coop ou ce genre de choses, si elles arrivent dans un channel où il faut parler, dès que t'entends que c'est la voix d'une meuf, tu vas avoir des trucs, des commentaires désobligeants, genre retour à la cuisine, là tu l'as vu là. Voilà, mais soit des Counter-Strike là. et après, ou aussi, des fois c'est peut-être plus insinueux, j'ai l'impression, c'est peut-être pas le bon terme. Insidieux. Je ne sais plus un autre mot, c'est pas grave. C'est caché. Voilà, non mais de trucs des gens qui veulent potentiellement bien faire mais qui veulent t'aider ou ce genre de choses, genre faire beaucoup du backseat par exemple. Le backseat est extrêmement présent quand on en parlait. On en a beaucoup parlé avec on en parlait en talk show pour Streamer justement, et effectivement on remarque, on n'a pas de statistiques parce que c'est ultra dur à quantifier, mais effectivement il y a pas mal de streameuses qui trouvent qu'il y a plus de backseat quand t'es une femme que quand t'es un homme. Peut-être définir expliquer ce que c'est le backseat. Alors le backseat c'est vraiment le fait de vouloir diriger le live, c'est très spécifique aux jeux vidéo pour le coup. C'est par exemple, imaginons qu'on est bloqué dans une énigme, par exemple dans un jeu, ça va vraiment être le fait de dire fais ci, fais ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. C'est donner un peu les solutions. T'as pas vu un truc que tu devais voir. Oui, voilà, c'est vraiment ça. En fait, il faut imaginer comme si quelqu'un était à l'arrière d'une voiture, c'est pour ça que ça s'appelle backseat. Et quelqu'un qui te dit en mode tourne à gauche, tourne à droite, tu devrais aller plus vite, moins vite. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Ouais. Ou des gens qui vont aussi, par exemple, spoiler, si jamais c'est un jeu à histoire, spoiler ce qui va se passer avant que tu le fasses, en disant ah non, mais oublie pas, il y a tel truc à tel endroit, si tu vas en avoir besoin plus tard, alors que peut-être, et des fois ça part d'un bon sentiment où les gens veulent aider,
Mais après, il y a aussi le truc, ça gâche aussi un peu l'expérience de jeu. C'est ça. Puis c'est aussi le fait de galérer dans un jeu, c'est ça qui est fun aussi de voir en live, quoi. Si tout est super facile, bon, c'est un peu moins drôle. Mais ça, du coup, ce serait super intéressant de faire, je sais pas, des analyses de live pour voir s'il y a vraiment plus de backseat. Ce serait grave bien, mais c'est peut-être un peu une forme de mansplaining, du coup. Enfin, après, je m'avance moi là-dessus, mais... Je sais pas, justement, c'est pour ça que pour vos analyses, on peut pas dire... Tu pourrais faire des analyses, après, ça serait très compliqué parce qu'il faudrait vraiment reprendre à la main les commentaires, etc. Tu sais pas ce que je fais pour mon mémoire. Margot fait ça pour son mémoire. Ah ouais, mais on en discutera après parce qu'il y a plein de trucs du style. Pas de soucis. Et puis sur Twitch, faites gaffe sur le chat. Ça reste des pseudos, donc c'est pas trop cis et derrière non plus, donc mansplaining c'est quand même fort lié à la masculinité. Est-ce que tu sais si ce sont des hommes, des femmes, des personnes non binaires? C'est très dur à dire parce que ça reste des pseudos. Alors il y a Elisa qui nous dit en vrai il y a aussi des backseats sur les streams chants. Oh what? Alors je serais curieuse de comprendre ce commentaire. Comment ça fonctionne ça? La phrase d'après? Il faudrait que tu montes à l'octave au-dessus parce que c'est plus sympa. Wow. Attention. Alors juste, je viens de dire qu'on a quand même énormément de commentaires dans le chat, on les a pas trop lus depuis le début de l'interview, mais il y a Elisa qui nous dit que c'est quand même cool en fait de voir le plateau nu, on va dire, tout tant mieux si ça vous fait plaisir. Le joli fond vert. Je voulais aussi souligner un autre commentaire, je sais plus de qui, désolé si je dis pas ton pseudo, mais qui disait ça change de voir Chloé en entier. J'ai des jambes. Si vous en doutiez. Spoiler. Mais non, mais Elisa, qu'est-ce que t'entends par backseat de stream de chant? Elle a dit oui, c'est ça, donc c'est vraiment genre chante comme ci, comme ça quoi. Ah, ok, d'accord. La vache. Ok. Ok. Ah, ok, merci. Ouais. Et donc genre fais à l'octave ou je sais pas quoi, rajoute des tierces. Je dis ça, je suis pas du tout musicienne, j'y connais rien. Mais ça doit être pas... Moi j'avais une question. Dis-moi. Pourquoi Reine des Pigeons? Ah oui. Wow. Alors ça c'est le lore de la chaîne, le lore part un peu dans tous les sens. Alors il faut, juste pour expliquer, en fait les streamers ont l'habitude de donner des noms à leur communauté et puis d'associer du coup les emotes, etc. Et puis Chloé, quand on va sur son profil Twitter, c'est la reine des pigeons et sa communauté c'est la volière. C'est ça, exactement. Voilà, que ma question. C'est pour ça que peut-être vous avez vu des petits emotes de pigeons dans le chat, parce qu'ils sont cachés par là. Ouais. N'hésitez pas à les spammer, ça me ferait rire de les voir. En gros, c'est tout bête comme explication, mais j'ai une de mes modératrices qui s'appelle Balik. C'était au début de ma chaîne et j'étais à 50 subs. Ça spamme des pigeons, hein. Ça spamme des pigeons, c'est parti. J'adore. Et en gros, on était à 50 subs et elle avait dit dans le chat en mode MDR 50 pigeons qui ont payé pour ta chaîne. Et en fait j'étais en mode mais c'est giga drôle, tu vois, et du coup c'est resté et c'est parti de là quoi, simplement. Vraiment d'un petit message et j'étais en mode mais vas-y, en fait j'ai pas de DA de chaîne, si on partait sur des pigeons quoi, y a personne qui a fait ça, donc voilà. D'ailleurs si vous voulez participer à notre 4G, n'hésitez pas à lâcher votre sub. Je sais pas combien j'en suis là, mais j'ai pas envie de regarder. Pour les abonnés, mais ça pourrait peut-être venir. mieux, ouais. Ouais, on peut utiliser, tu peux faire un partage de co peut-être? Ouais, moi je peux. Alors, attends, tu veux que je change Limite après. Oui. Après, oui. Ça risque de couper le live. Ouais, c'est ça. Oui, je sais, ça va couper le live, mais c'est juste que... Finissons et on fera le switch après du coup. Et donc t'as réussi à créer une communauté autour des pigeons quoi. Ouais, c'est ça, c'est très marrant. Et les gens ont l'air très contents d'utiliser les petits pigeons. Ouais, mais ils sont incroyables, moi les émotes je les aime trop. Alors, ils ont Émilie a une idée de Twitch sauvage. Il faut que moi je teste le chant apparemment. Pourquoi moi je ne sais pas. Parce que les gens bien. Ok. Et je vois en combien de temps les gens viennent m'expliquer comment faire. Ça peut être un test genre expérience sociale. Mais comme je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de gens qui viennent, je sais pas si ce sera très représentatif. Bon, on sait jamais, hein. Au pire, moi je me mets derrière mon écran et je fais. Maxence. Chante comme ça, Maxence. Non, mais je sais pas si vous vouliez continuer sur Streamer ou si vous aviez d'autres questions. Moi j'avoue que, en fait, comme j'ai juste le chat et j'ai plus mes notes, du coup. Moi j'avais une question. C'était la communauté Twitch belge francophone. Ouais. Est-ce que c'est une communauté soudée parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler? Justement, les Français sont vraiment beaucoup mis en avant là-dessus. C'est vrai. Le Twitch belge francophone, c'est vraiment un tout petit monde. Vraiment, on n'est pas beaucoup du tout.
Donc on voit ton doigt sur la caméra. Ah, elle est là. Je pensais qu'elle était là, pardon. Donc ouais, on est vraiment pas beaucoup. On voit plus Margot. Si. Sinon, je pense qu'on est soudés, on se connaît tous et toutes plus ou moins. On est sur pas mal de... Enfin, quand on collabore de temps en temps ensemble. Mais voilà, quoi, c'est vrai que c'est peut-être un peu... Ce qui est différent, je pense, de la France, c'est qu'en France, tu as des grosses agences qui regroupent beaucoup de créateurs et créatrices sur Twitch, ce qui n'est pas encore vraiment le cas ici en Belgique. Il existe des agences Oui, il y a des agences d'influence, mais qui se concentrent que sur Twitch, non pas vraiment. Ah, ok. Oui, il y en a pour Instagram. Il y en a pour qui gèrent Insta, TikTok, etc. Il y en a beaucoup en Belgique. Mais voilà quoi. Donc, ouais, c'est une petite communauté. Je pense que des streamers et streameuses qui sont à temps plein sur leur chaîne en Belgique francophone, à mon avis, on est, sans vous mentir, je pense qu'on doit être une dizaine. Ça reste peu quand même. Ça reste très peu, ouais. Et c'est partout en Belgique ou c'est plus Bruxelles, enfin genre c'est un peu éparpillé ou... Ça, je pense que c'est un peu éparpillé. Je connais des gens qui sont sur Charleroi, je connais des gens qui sont sur Bruxelles, il y en a qui sont sur Liège. Bon, c'est assez éparpillé. Après, en Flandre, c'est vachement plus développé le stream. Ok. Et est-ce que tu as des gens d'autres pays dans ta communauté? C'est majoritairement belge? Non, j'ai beaucoup de gens qui viennent de France, à vrai dire. J'ai beaucoup de gens qui viennent de France, beaucoup de gens qui viennent de Belgique aussi. Ça, c'est vraiment le gros de ma communauté. Après, j'ai des gens qui ne parlent pas français, mais qui veulent apprendre le français, qui viennent sur mes lives. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et aussi, vu que je fais des jeux un peu niche, donc des jeux assez, par exemple Dark Souls, etc., c'est une communauté où les gens sont très soudés et sont fans absolus du jeu. Okay. Donc il y a des gens parfois... Ça consiste en quoi, pour expliquer du coup aux gens qui regardent et qui ne connaissent pas Dark Souls Les jeux les plus compliqués. Bah après, moi, avant de regarder Chloé, je ne connaissais pas non plus. Donc, Alors, les Dark Souls, c'est des jeux qui sont considérés comme les jeux les plus difficiles qui existent, mais au final c'est pas si dur, c'est beaucoup d'apprentissage, mais donc le but c'est des jeux solo, donc c'est pas en ligne, où on crée son personnage et on est lâché dans un monde. Il y en a plein, il y a Dark Souls 1, 2, 3, il y a Elden Ring, il y en a 7 jeux au total, et le but c'est vraiment d'avancer dans le niveau, de battre des monstres et d'arriver au boss qui est très compliqué. Généralement on l'apprend limite par cœur, et de tuer le boss et de passer à la suite. Donc c'est vraiment ça semble très classique dit ainsi, mais c'est très compliqué parce qu'on meurt beaucoup. Pour donner un ordre d'idée, j'ai fait le 2, j'avais fait un compteur de morts où je rajoutais une mort à chaque fois. Je l'ai terminé avec 1300 morts, quelque chose comme ça. Faut être persévérant. Ouais. Après, j'ai joué une centaine d'heures dessus. Donc, encore le speedrun de tous les Dark Souls. Avant, j'y ai pensé de speedrunner un Dark Souls, puis je me suis dit non. On peut expliquer ce que c'est? Alors, dis-moi, Jamie, qu'est-ce que c'est un speedrun? Le speedrun. En any%. Ouais, c'est ça. On peut aller jusque-là. Donc, le speedrun, c'est, comme le nom l'indique, c'est de finir un jeu le plus vite possible. Et il peut avoir plusieurs objectifs. Parfois, c'est atteindre un certain boss le plus vite possible. T'as différents types de speedrun. Ça peut être le fait d'utiliser des glitches, donc des bugs du jeu, etc. Et de pouvoir terminer le jeu très très vite. Parfois, il y a des jeux qui se finissent en 2 minutes grâce à un bug. Ou alors, on n'utilise pas de bug et on le fait vraiment normalement, je dirais, mais juste très très vite, quoi. Ouais, je me souviens, j'avais regardé pendant les confinements, j'étais tombée dans un truc où je regardais plein de speedruns de Zelda Breath of the Wild. Et genre les techniques qu'ils développent, c'est un truc de malade. Ils utilisent des bombes pour se propulser et genre c'est fou. Vraiment. C'est trop bien. Ponce qui se bute là sur Mario là. Il avait fait Zelda aussi, je pense. Oui, l'année dernière, c'était le premier du coup qu'il avait fait. Et du coup aussi, il y a des streamers qui sont spécialisés dans le speedrun là-dessus, où ils vont, littéralement, c'est des experts du jeu. Il y en a, ils ont des records je suis la personne au monde qui a fini le jeu le plus rapidement possible. Exact. Justement, sur le live de Ponce ce matin, qui aujourd'hui speedrunnait Super Mario Odyssey, il était avec F. Expert du speedrun, et il expliquait qu'au début sur Twitch c'était essentiellement des gens qui faisaient du speedrun pour enregistrer leur oui, c'est ça. Ouais. Et à partir du moment où tu as le just chatting qui est arrivé, il y en a eu beaucoup moins et ça s'est beaucoup plus diversifié dans le contenu, etc. Mais c'était essentiellement du speedrun pur et du speedrun au tout début Twitch. Ça m'étonne pas en vrai. Et je pense que le speedrun revient un peu à la mode avec Speedon notamment. Speedon vient de finir là, ouais. Speedon, c'est un événement caritatif qui est créé par Mister MV, c'est un des plus grands streamers français, pardon, excuse-moi.
Et c'est un événement qualitatif avec que du speedrun, donc des gens viennent sur scène, ils font des runs comme ça devant un public et en direct aussi, ils récoltent des dons pour Médecins Sans Frontières, donc ça a remis aussi le speedrun en avant. Et avec Streamer, on a justement une streameuse qui s'appelle Jarmou, qui est belge en plus, qui vient de Liège, qui fait du speedrun Super Mario Kart, donc la vieille version, et qui a participé à Speedon, justement. Ah, trop bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bon bah je pense que on est pas mal, je sais. On a fait un petit tour quand même. Moi j'ai pas trop de questions. Est-ce qu'il n'y a pas de questions dans le chat, c'est bon? Non. On avait juste un petit truc de la mort fait partie du gameplay quand on parlait de Dark Souls. C'est vrai que ça fait partie un peu du concept de Dark Souls. Ouais, il faut apprendre à perdre en fait. Et quand t'as accepté ça, c'est juste très cool. Rageux s'abstenir du coup. Ouais, il faut savoir les mouvements des boss, exactement ce qu'ils vont faire. Ouais. Voilà. Mais c'est un peu comme une danse où vraiment t'apprends les mouvements par cœur et à regarder. Je sais que moi je jouerai jamais à ça parce que c'est un tout petit peu style horreur et moi je peux pas ce genre de choses. Ça dépend lesquels. T'as Elden Ring qui est très joli, qui est très lumineux, etc., qui est pas du tout le style horreur mais plutôt fantasy. Et voilà, ouais. Mais après, comme toi, moi je m'étais dit que c'était pas pour moi les Dark Souls. C'était un défi et je l'ai testé et puis j'ai plus jamais lâché. Je sais pas qui c'est, ça se trouve je vais m'y mettre. Mais j'ai pas d'argent. Et toi, c'est quoi le dernier live que t'as fait là? De quel jeu t'as joué? J'ai regardé il y a pas longtemps. Si j'avais pas prévu de parler de ça. Okay. Ah pardon. Non mais tout va bien. En ce moment moi je stream du Assassin's Creed Odyssey et Coral Island, donc ça c'est vrai. Enfin, comment? Coral Island, c'est un jeu qui est en early access, c'est genre Stardew Valley like. Oh, okay. Je parle en chinois pour les gens qui ne connaissent pas du tout. C'est des jeux beaucoup plus calmes et cosy, genre tu gères ta ferme et tout, c'est tout mignon, c'est très joli. Voilà. Ouais. Et je vois dans le chat que quelqu'un dit Sekiro est beau, mais pour moi c'est le plus chaud, je suis totalement d'accord. On va commencer à parler que des From Software. Non mais Sekiro extrêmement dur, c'est celui que j'ai trouvé le plus dur, donc voilà. Et merci beaucoup Chloé. Mais merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé en tout cas. On est back, on est de retour sur le meilleur live qu'on ait fait jusqu'à présent. Ouais, grave, vraiment. En tout cas, en termes de début, oui. Ouais. C'est clairement une exclue parce que je suis pas sûr qu'il sera rediffusé quelque part. Donc c'est rien que pour vous, les viewers là en ce moment. J'aurais jamais de souvenir de ce moment. Bien sûr que si. Tu en auras. Tu reviendras. Si vous voulez bien de moi. Ça reste 3 semaines. On verra. Et on a le grand plaisir d'accueillir Roman. Faites un accueil digne de son nom à Roman, s'il vous plaît, dans le chat. Ouais. Merci. On est ravis d'accueillir une nouvelle chroniqueuse. Merci de m'accueillir. De quoi est-ce que tu vas nous parler? Moi, je vais vous parler de Donald Trump. Je pense que personne n'est passé à côté de l'info. Mais notre cher ancien président des États-Unis a réalisé un nouvel exploit. Et oui, c'est le premier président américain à être inculpé au pénal. Rien que ça. Donc, on sait qu'il est mêlé à plusieurs affaires judiciaires. On a eu l'enquête sur le Capitole, l'assaut du Capitole en janvier 2021. Il y a aussi sur l'enquête sur les documents confidentiels. Mais cette fois-ci, c'est pas du tout sur ça. C'est une raison toute autre. Et a priori, on pourrait pas vraiment croire que ça a un lien avec le fait qu'il soit président. Mais en fait, si. Parce qu'il y a beaucoup de casseroles sur le sujet. Oui. Donc, l'histoire est un peu compliquée. Je vais essayer de vous la résumer chronologiquement. Donc, en gros, Trump, il aurait une liaison avec une actrice X du nom de Stormy Daniels. Quel accent. Meilleur que nous tous réunis. Peut-être Maxence, elle se débrouille, mais nous tous là, ouais. Je ne me prononce pas. Ça aurait eu lieu en 2006, alors qu'il était déjà marié avec Melania Trump. Bon, rien de bien fou jusque-là, on n'est pas vraiment étonné du personnage. Mais en 2016, les choses se corsent un petit peu plus parce que Donald Trump est en liste pour la présidence et on suppose qu'il va enterrer les 2-3 cadavres qui lui restent de son passé sulfureux. Donc il aurait demandé conditionnel, demandé à son avocat de l'époque Michael Cohen d'acheter le silence de l'actrice pour $130 000. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Pas 130. Oui, voilà, désolé. Donc, éthiquement parlant, on a vu mieux, c'est clair, mais en soi, c'est pas illégal. Donald Trump, par la suite, aurait remboursé son avocat, voilà. Donc, vous allez sûrement vous demander, c'est quoi le problème, du coup, genre, pourquoi judiciairement il a des problèmes?
Bah, le truc, c'est que cette dépense, elle est considérée comme une dépense électorale. Et lorsqu'on engage des frais dans un budget d'élection, on est obligé de le mentionner et de le déclarer. Et vous vous doutez bien que achat, silence, maîtresse, ça passe difficilement comme justification. Je vais vraiment remplir un Excel. Exactement. Donc, il... il est accusé d'avoir frauduleusement acheté le silence de sa maîtresse pour que son chèque n'apparaisse pas dans ses comptes de campagne. Hier, il a comparu pour la première fois devant la justice et il a annoncé qu'il plaidait non coupable aux pas moins de 34 chefs d'inculpation retenus à son encontre. Et évidemment, il nie tout en fait, en bloc, que ça soit du coup les faits de tromperie, de liaison, et aussi le virement de 130 000 $. Il justifie ça comme une simple transaction privée pour son avocat. Il a été libéré sans contrôle judiciaire, carrément. Et il n'a pas juste été impliqué pour cette histoire d'actrice de X. Il y a aussi 2 autres histoires qui sont similaires, mais c'est toujours pour fraude... fiscale ? Oui, pas fraude fiscale, mais c'est toujours pour les mêmes raisons. Donc le fait qu'il ait acheté le silence des gens frauduleusement. Avec l'argent de sa campagne, voilà. Il y a une autre histoire de maîtresse, qu'est-ce qu'on a étonné. Et la troisième histoire, désolée, je suis un peu à l'aise. La troisième histoire, c'est, on sera encore moins étonné, il a acheté le silence de son portier qui aurait eu des informations sur un enfant caché. Voilà, super. Quoi. Alors juste une petite question, parce que les gens dans le chat disent on vous avait perdu, hello les loulous. Genre, je sais pas si on nous entend bien du coup. Est-ce que dans le chat, vous pouvez dire si vous nous entendez bien ou pas ? Parce que du coup... Mais j'avais prévenu qu'on cotait le live un petit peu le temps de changer de connexion, par exemple. Émilie dit qu'elle nous entend bien, donc c'est bon. Merci, Ok. Émilie. Ok, donc Michael Cohen, l'avocat de l'avocat, merci, j'ai perdu mes mots, il a déjà plaidé coupable pour violation des lois sur le financement électoral. Et il fait partie des témoins dans cette affaire. Donc lui, il a tout avoué. Quoi. Il a tout avoué. Ça va plus me mettre dans le pétrin qu'autre chose. Donc, il a déjà avoué. Quand tu racontes, on dirait que c'est genre Donald Trump qui remet tout sur son avocat pour essayer de se faire montrer par blanche. Quoi. Non, en fait, lui, il le cache. Il dit que ça n'a rien à voir avec une campagne électorale. Et d'ailleurs, pour ses frais, où il dit que c'est une simple transaction privée, il est noté dans la société Trump que c'est un virement juridique. C'est pour une affaire juridique, une transaction juridique. Donc c'est déjà pas très clair. En fait, les enquêteurs ont tout de suite écroué l'avocat et ont mis la pression sur l'avocat, mais ça a été ouvert en 2018 cette affaire, sur l'avocat pour qu'il donne des informations. Et il a gardé le silence pendant longtemps et il a finalement avoué que c'était Donald Trump et que la raison c'était du coup pour payer, acheter le silence de cette actrice. Donc voilà, exactement. Et cet avocat a déjà fait 1 an de prison du coup. Stormy Daniels, elle sera aussi appelée à témoigner dans cette affaire. Mais qu'est-ce qui risque notre petit Donald ? Pas grand-chose, maximum 4 ans d'emprisonnement, ce qui est vraiment peu. S'il est, donc évidemment, il ne change pas du tout sa position. Peu, mais c'est pas ce qui est requis généralement contre ce genre de... Non, c'est au maximum, il aura 4 ans. Oui, donc c'est vraiment peu, mais... toute personne, est-ce que toute personne qui est condamnée pour ce genre de choses... Oui, c'est 4 ans d'emprisonnement. Voilà, donc c'est pas énorme. On pourrait se dire que c'est peu, mais au final, c'est la sanction légale. Oui, mais c'est le maximum, donc il n'aura pas d'office ces 4 ans-là. Mais est-ce qu'il risque vraiment d'être condamné et inculpé? Alors, il est inculpé, mais pas de souci. Il risque d'être certainement condamné. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, c'est un peu bizarre. Mais donc évidemment Donald Trump veut toujours faire un second mandat à la Maison Blanche et s'il est élu et que le procès n'est pas terminé à ce moment-là, le procès est en stand-by et on doit attendre qu'il termine son mandat avant de le reprendre. Donc ça pourrait un peu jouer en sa faveur s'il est réélu. Mais surtout, s'il est condamné avant les prochaines présidentielles, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le camp Trump. Vraiment, la politique américaine, c'est quelque chose de fascinant parce qu'une personne accusée au pénal ou condamnée peut être candidate à n'importe quel poste et être élue. Et oui. Il n'y a pas un paradoxe dans le sens où il peut être élu mais il ne peut pas... Oui, alors toute personne qui est condamnée aux États-Unis perd son droit de vote
Voilà. Mais par contre, elle peut se présenter au présidentiel, quoi. Il pourra plus voter pour lui, quoi. Exactement. Il ne peut plus voter, mais il peut se présenter. Si jamais ça se joue à une voix. Le côté être citoyen modèle. Dans le chat, on a Émilie qui nous dit il aurait donc un enfant caché. Les States nous envient tellement qu'ils nous copient l'histoire Albert II d'Elphine Boyle. J'avais pas fait le lien, mais effectivement. Non, ouais. C'était bon. Je sais pas si on a le temps pour un petit jeu. Bah oui. Ben, on pourrait du coup finir par ça peut-être. Le petit jeu que tu avais préparé, ouais. Bah ce serait chouette sur. Un petit jeu de les hommes politiques, enfin les chefs d'État. Il y avait les images ou pas Non, j'ai pas d'image. Pas d'image, ben c'est bien, c'est encore plus simple du coup. Mais c'est un peu, désolée, je sais pas si je peux le dire, mais c'est les chefs d'État sont un peu des tocards. Mais vraiment, et encore c'est un peu un effet. Donc j'ai 4 questions. La première, c'est quel est dans le chat, du coup, n'hésitez pas à participer, à jouer et tout. Voilà, vous pouvez jouer avec nous. Nous, on va essayer de répondre au mieux, mais surtout, vous, n'hésitez pas. Allez-y. Donc, la première question, c'est quel est le seul président français à ne pas avoir été condamné par la justice? J'ai des propositions. Nous avons condamné. Okay. Alors, condamné. Entre ces 3 personnes qui n'ont pas été condamnées, nous avons Sarkozy, Chirac et De Gaulle. Ok, vous avez un... On laisse... tic-tac, tic-tac. Est-ce qu'on a les petites musiques des jeux Sarkozy, non, d'office. Il a été condamné en 2021, 2 fois. Pour moi, c'est l'aéroport. Ouais, c'est ça. C'est l'aéroport. C'est l'avion de chasse. Chirac, je sais qu'il a été inculpé, je sais plus s'il a été condamné, mais De Gaulle, ça me semble faire. Ouais, ça me semble faire. Ouais. Oui, donc la bonne réponse, c'est Charles de Gaulle, bien évidemment. C'est tellement une figure ouais. ouais. Il l'utilise pas tout le temps, tout ça en mode genre vous imaginez De Gaulle faire ça, genre vous imaginez De Gaulle faire la couverture de Playboy. Mais donc du coup, Chirac il a été condamné en décembre 2011 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Il n'a pas fait appel. Petite anecdote. Et Nicolas Sarkozy, le 1er mars 2021, a 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Si jamais il a eu un ménagement de peine, il va le mettre. Et aussi le 30 septembre 2021, à 1 an de prison ferme pour financement illégal de campagne présidentielle, il a fait également appel. C'était les fonds libyens, ça? Non. Attends. Tac. C'était pour 2012, il me semble. Et les fonds libyens, c'est encore autre chose. Parce que sinon je vais dire merci. Oh, il y en a plusieurs des casseroles. Hein. Mis en examen dans l'enquête sur les accusations de financement libyen de la campagne de 2007. C'est celle précédente. Et il a fait appel de tout ça. Voilà. Ok. Alors, j'ai les autres questions, je pense qu'elles seront un peu plus difficiles. Ah, ben vas-y, un peu de challenge. Allez-y. Donc, quel président. Horrible. Donc, un peu trigger warning, les gars. Quel président a été condamné à 7 ans de prison ferme pour viol? Nous avons, passez-moi les noms. Moshe Katsav d'Israël, Vicente Fox du Mexique et Alexander Kwasienowski de Pologne. Je crois que je sais qui ça. La réponse D. C'est le premier, c'est Israël. Ouais, c'est ce cher monsieur. J'ai pas pris les informations. Je sais plus d'où j'ai cette info, mais je sais que je l'ai. Bah bravo. Oui, la suivante, qui a été condamné à 2 reprises, parce que vraiment il y en a qui n'apprennent pas de leurs erreurs. José Socrate du Portugal, Ivo Sanader de la Croatie et Alberto Fujimori du Pérou. Alors, c'est condamné pourquoi? Justement, je l'ai noté. Hein. Donc, le premier, c'est pour. Donc, en 2012, à 10 ans de prison pour corruption et incarcéré, accusé d'avoir touché des pots de vin de plusieurs millions d'euros du géant énergétique hongrois MOL. Voilà. Et après, en 2014, il écope de 9 ans de prison pour le détournement de 10 millions d'euros de fonds publics. Elisa, dans le chat, dit le Pérou dans le doute. C'est Croatie, Pérou et Portugal. Dans la proximité des entreprises, peut-être la Croatie. Quoi. Ah, ok, perdu. Oui, c'est bien ça. Perdu pour moi, du coup. J'aurais pas dû donner hongrois. C'était donc le président croate. Ivo Sanader. Du coup, il est plus président à oui. Mais c'était l'ex-président. Et quel pays a eu 2 présidents, envoyés en prison? On a le Costa Rica, la Colombie et le Guatemala. Wow. Alors, on pourra pas jouer sur la proximité. Colombie, allez.
Ouais, je pars sur le Guatemala. Je vais rester sur quoi le troisième? Costa Rica. Ouais, Costa Rica, allez, ok. Mais c'est le Guatemala avec Alfonso Portillo et Otto Pérez. Ok. Deux histoires du tournement de fond. Oh, des classiques. C'est vrai que ça aurait pu être un peu n'importe lequel des trois. Enfin, je sais pas. Costa Rica, c'est le moins pire, je pense. Elisa, dans le chat, Elisa explicite sa réponse du Pérou et dit le frérot est parti là-bas, il y a full histoire de corruption, j'aurais tenté. Voilà. Bah, bien joué, mais dommage. Voilà, merci d'avoir joué. Et bah, merci pour Roman, je pense qu'on peut t'applaudir et pour ta première et pour avoir survécu aux conditions ouais, live. Voilà, alors merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce live, vraiment. Bon bah système D d'office, hein, de toute façon. Et on se retrouve dans 3 semaines, exceptionnellement. Pour notre émission entre guillemets normale. Oui, et entre deux, on est toujours là pour des petits streams de temps en temps sur des sujets. On se retrouve déjà mercredi avec Aline pour faire un live sur le livre Le mystère de la femme sans tête de Myriam Leroy, dont on parlera avec vous, donc on a vraiment hâte, c'est en contre-jour avec le truc super. Et bah voilà, merci beaucoup pour votre soutien, merci de nous soutenir, nous suivre sur les réseaux, etc. Ouais, faut nous suivre sur les réseaux parce que c'est là qu'il y aura toutes les news pour les lives sauvages, parce que c'est surtout là Insta, Twitter, Facebook, c'est là qu'on met toutes les infos. Si vous voulez, normalement, il y a le Linktree quelque part dans la bio, en bas je l'ai mis, voilà, et il y a toutes les infos dedans, la chaîne YouTube, tous les réseaux, la dernière playlist Tarantino faite par Margot, voilà. Et pour ceux dont c'est la première fois, il y a les rediffs sur YouTube pour voir le vrai décor. Oui. Voilà. Donc immense merci à vous pour tout votre soutien, ça nous fait super chaud au cœur et nous on continue, hein. De toute façon on se débrouille, on est là et puis voilà. Salut. À la prochaine.